Bonjour. Pour ce dernier bulletin économique avant les vacances, nous attirons votre attention sur les informations suivantes. La crise bancaire italienne et le scandale Barroso. Mais avant tout, je souhaite une bonne fête nationale du 14 juillet à tous les Français, avec une pensée toute particulière pour nos forces armées, gardiennes de notre sécurité. La crise bancaire italienne. Vous ne l'avez sans doute pas entendu dans les grands médias, mais l'actualité économique de l'été tournera autour de la crise de l'euro, dont un des symptômes visibles est le risque sur le système bancaire italien. En effet, les banques italiennes constituent aujourd'hui le maillon faible de la zone euro et mettent en péril tout le système bancaire européen et peut-être mondial si l'onde de choc se propageait. Il s'agit de la santé financière de la banque Montepaschi de Siena, plus ancienne banque du monde qui compte près de 5 millions de clients et qui a perdu plus de 80% de sa capitalisation boursière en 6 mois. La faillite de cette banque est maintenant une question de temps, mais le pire n'est pas là. Monte dei Paschi n'est que la pointe de l'iceberg et c'est tout le système bancaire italien qui est en haut risque d'insolvabilité. En dehors des deux grosses banques, Intesa San Paolo et Innocredito, le réseau bancaire est reparti entre 700 petites banques qui n'ont pas les capitaux nécessaires pour supporter les défauts de paiement des crédits qu'ils ont émis. Et c'est là le nœud du problème, car les créances douteuses ont atteint un niveau inimaginable, 360 milliards d'euros, et compte tenu du surendettement 133% du PIB en 2015 de l'Italie et de la situation économique italienne, ces créances douteuses deviennent irrécouvrables. Sur les 360 milliards de créances douteuses, 200 sont jugés perdus. Pour vous donner un ordre de grandeur, les bilans des grandes banques françaises et allemandes représentent respectivement 4 et 2% contre 18% des créances douteuses pour les banques italiennes. Pour résumer, le système bancaire italien est totalement insolvable et les fonds propres des banques ne pourront pas supporter tous les défauts de paiement à venir de leurs clients. Le FN ose le dire, toute l'Europe est en état d'urgence bancaire, ce qui confirme les 10 banques qui ont fait faillite depuis 2015. Le risque de répression financière sur les citoyens n'a jamais été aussi élevé. Mais après le problème économique, vient le problème politique. Car ce qui fait maintenant débat dans l'Union européenne est la volonté de Matteo Renzi, le président du Conseil des ministres italien, de vouloir injecter de l'argent public dans les bilans des banques en difficulté. Or, cela est totalement interdit par les règles de l'Union bancaire, notamment la directive sur les résolutions bancaires, dite directive BRRD, en vigueur depuis janvier 2016, dans le dos des Français. Cette directive BRRD impose de faire d'abord payer les créanciers puis les actionnaires des banques, avant de faire intervenir l'État. Mais attention, les créanciers sont aussi des clients des banques qui ont été convaincus par les commerciaux de souscrire des titres financiers de leur banque, que ce soit des actions ou des obligations, qu'on leur présentait comme des placements de bons pères de famille. Appliquer le renflouement interne signifierait dans la ruine de centaines de milliers, voire de millions d'épargnants, comme cela a été le cas déjà en décembre 2015, où la faillite de 4 banques italiennes ont ruiné 143 000 clients. Un scandale et un drame social passés sous silence dans les médias européens et que ne veut pas réitérer Matteo Renzi. La question est donc la suivante. L'Union européenne va-t-elle imposer à l'Italie de spolier l'épargne des Italiens ou est-ce que Matteo Renzi va prendre une décision politique contraire aux règles européennes en s'exposant à des problèmes de sanctions par Bruxelles ? Après le Royaume-Uni avec le Brexit, l'Italie va-t-elle aussi remettre en cause l'Union européenne à travers la non-application de l'union bancaire ? D'ailleurs, ce sera justice car la plupart des créances douteuses proviennent des PME italiennes asphyxiées par l'euro et la concurrence déloyale des pays de l'Est. L'Italie est donc prise en étau. D'un côté, l'Union européenne tue ses entreprises et de l'autre, elle lui interdit de sauver ses banques. Et donc, le financement de ces mêmes entreprises pose problème. Le dilemme de Matteo Renzi est énorme. Cet été, ce sera donc marqué par la lutte entre l'Italie et les technocrates bruxellois, avec comme enjeu l'avenir du peuple italien et la sauvegarde de son épargne. La crise bancaire italienne n'est rien d'autre qu'une crise de l'euro. Il est urgent que l'Italie passe à la nouvelle lire pour éviter la contagion au système bancaire français et pour sauver les citoyens de l'application du totalitarisme financier européen. Espérons que Matteo Renzi prendra la bonne décision, comme les Britanniques avec le Brexit, et qu'il sortira son pays de cette union bancaire suicidaire. C'est en tout cas la décision que prendrait le Front National, une fois au pouvoir, pour que la France restaure sa souveraineté bancaire perdue en 2014. Un des éléments de la gouvernance économique déterminant pour son avenir.
le patriotisme économique prôné par le Front National, avec un schéma de séparation entre banque de dépôt crédit et banque d'affaires, est le seul modèle viable pour garder la stabilité financière dans la zone euro. Le scandale Barroso. Dans l'actualité de cette semaine, il y a bien sûr la stupéfiante information de l'embauche de M. José Manuel Barroso à la banque Goldman Sachs comme conseiller spécial au sein du conseil d'administration des affaires internationales. Avant Jean-Claude Juncker, M. Barroso fut l'ancien président de la Commission européenne durant 10 ans, dont le bilan était catastrophique. En plus d'une politique d'austérité budgétaire depuis 2008, il commença à discréditer l'Union européenne fédéraliste avec sa volonté de construire des États-Unis d'Europe, notamment en soutenant l'idée d'un ministre des Finances et d'euro-obligations dans la zone euro. Ces gens-là osent tout et c'est même à cela qu'on les reconnaît. Sur Goldman Sachs, inutile de présenter cette firme de l'industrie financière mondiale basée à Wall Street et qui est au cœur des nombreux scandales sur la manipulation des marchés de capitaux, comme sur la crise des subprimes en 2008 ou encore sur les trucages des comptes publics de la Grèce en 2001 pour entrer dans l'euro. Indécente, scandaleuse, bras d'honneur à l'Europe, les mots ne manquent pas pour qualifier ce pantouflage du public vers le privé. Pire que ce pantouflage, c'est la consanguinité d'une certaine technocratie nationale et européenne au service des puissances de l'argent. Cela confirme encore une fois ce que le Front National dénonce depuis toujours, ces élites corrompues qui se fichent des Français et de l'intérêt général de notre patrie. Cette petite caste politique et financière mondiale n'obéit qu'aux lobbies privés. Rien qu'à Bruxelles, ce sont de 20 000 lobbyistes internationaux qui font le siège quotidien de la Commission européenne. Les élites eurocrates à Bruxelles, comme à Paris, dévoilent un peu leur vrai visage. Cupides, intéressés, voire hypocrites, quand les dirigeants socialistes français, en pré-campagne électorale pour 2017, réclament à M. Barroso de renoncer à rejoindre Goldman Sachs. Harlem Désir a beau s'offusquer de ce scandale contre les institutions, mais il fait partie de la même classe politique UMPS, responsable et coupable de cette situation. M. Barroso, qui, tel un Judas européen, reçoit ses 30 deniers de Goldman Sachs pour service rendu aux intérêts de l'empire des banquiers d'affaires. M. Barroso va devoir porter maintenant le costume du collabo. En plus, en termes de timing, cette nouvelle tombe au plus mal. 3 semaines après le Brexit, 1 mois après l'élection présidentielle autrichienne, dans un contexte de rejet général de l'Union européenne et de la montée de l'euroscepticisme des peuples. On rappellera que Mario Draghi, président de la BCE, est lui aussi un ancien de Goldman Sachs, tout comme l'était M. Prodi, ancien président du Conseil italien. On se souvient du chancelier allemand, Gerhard Schröder, parti offrir ses services au russe Gazprom. Le conflit d'intérêts est dans la culture des dirigeants anglo-saxons, car aux États-Unis, M. Henry Paulson, président de Goldman Sachs, était devenu le grand argentier du Trésor américain sous George Bush. Il avait dépensé 700 milliards de dollars d'argent du contribuable pour renflouer les banques privées. Le vice-président Dick Cheney était précédemment le président de la compagnie parapétrolière Halliburton, qui a bien profité des contrats en Irak après l'invasion. Les conflits d'intérêts sont le carburant du modèle économique ultralibéral et mondialiste. Hélas, en France, nous ne sommes pas en reste avec messieurs Macron et Proto, par exemple les 2 jeunes premiers du PS et des Républicains qui sont de la banque Rothschild quand ils ne sont pas à Bercy. Nous avions aussi M. Pérol, ancien associé chez Rothschild, secrétaire général adjoint de l'Élysée sous Nicolas Sarkozy, et chargé d'organiser la fusion de la Banque Populaire et de la Caisse d'épargne dans le groupe Natixis, dont il a pris la présidence immédiatement après. Ce petit marquis de la République est responsable du scandale des petits épargnants floués lors de l'introduction en bourse de Natixis. Et j'en passe. Les exemples sont légion. Sur les 26 membres de la Commission européenne, Barroso II, il y a déjà 10 anciens commissaires, au moins qui sont partis dans le privé. Certes, M. Barroso et les autres n'ont enfin aucune règle légale, puisqu'au-delà de 18 mois après la fin de leur mandat, rien n'oblige les anciens membres de la Commission à rendre des comptes. Mais c'est une question de moralité. Comment demander au peuple déjà dans la misère de faire des sacrifices sociaux alors que ceux qui doivent montrer l'exemple eux-mêmes s'assoient sur leurs mesures? On comprend mieux le vote des Britanniques en faveur du Brexit. Avec ces comportements antidémocratiques de leurs dirigeants, l'Union européenne perd toute crédibilité. Il faut mettre fin à ce va-et-vient inacceptable des élites politiciennes. Pour ma part, j'ai donc déposé une motion de résolution au Parlement européen afin d'imposer une déontologie beaucoup plus stricte aux anciens commissaires européens.
Et en France, le Front National interdira, sauf exception, de telles situations qui sont un affront fait à l'intérêt général et à l'image de la politique, censée servir et non se servir. Pour ce dernier bulletin, je vous souhaite de bonnes vacances estivales et je vous donne rendez-vous à la rentrée.